Sous le ciel crépusculaire du lac d'Annecy, l'eau scintille, mais une ombre pesante plane sur ses profondeurs. En 2017, ce lieu de sérénité a englouti mon frère, Luc, et ses 7 amis, disparus sans laisser de traces, sans un cri, sans une explication. Je suis Antoine Dubois, un homme brisé, usé par 5 années à fouiller sans relâche les registres d'assurance maritime dans mon atelier d'Annecy. Chaque soir, je fixe une photo jaunie de Luc et ses amis, riant sur le ponton, ignorant le destin qui les attendait. Enfant, Luc rêvait de naviguer ici, son sourire éclatant comme le soleil sur le lac. Aujourd'hui, ma mère, Margot, me supplie d'abandonner, vie, Antoine, pour Luc. Mais je ne peux pas. La vérité dort sous ses eaux, et je la trouverai. Si c'est votre première visite, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de cette quête de justice. Le lac d'Annecy s'étendait devant moi, ses eaux calmes reflétant les derniers rayons d'un soleil d'automne, mais cette beauté familière ne pouvait apaiser la douleur qui me rongeait depuis 5 ans. Chaque jour, dans mon atelier encombré de pièces de moteur et d'outils rouillés, je scrutais les registres d'assurance maritime, espérant un indice, une trace de mon frère Luc et de ses amis disparus. Ce soir-là, alors que l'obscurité enveloppait Annecy, mon téléphone vibra sur la table en bois usé. Un numéro inconnu. Monsieur Dubois. La voix était hésitante, presque nerveuse. Je m'appelle Mathieu Fournier. Je fais des relevés par drone pour le département. J'ai trouvé quelque chose, dans la zone marécageuse au nord du lac. Des dizaines de bateaux abandonnés. L'un d'eux, il ressemble à celui de votre frère. Mon cœur s'arrêta un instant. Mathieu Fournier, un inconnu, venait de briser le silence de 5 années de questions sans réponse. Je raccrochai à peine, enfilai ma veste et pris la route, l'esprit en ébullition. Le nord du lac d'Annecy, une zone interdite, un marécage où personne ne s'aventurait sans autorisation. Pourquoi Luc serait-il là? Pourquoi maintenant? Les phares de mon vieux pick-up trouaient la nuit, et les Alpes, sombres et imposantes, semblaient garder leur secret. Arrivé au point de rendez-vous, je rencontrai Mathieu, un homme mince aux lunettes épaisses, debout près d'un écran d'ordinateur portable dans son garage encombré. Il me montra les images capturées par son drone, une mer de coques blanches, à moitié engloutie dans la boue, comme des ossements oubliés dans un cimetière aquatique. Au centre, une embarcation familière. La coque blanche, les bordures bleues, une entaille distinctive près de la proue. C'était leur bateau. Celui que Luc avait loué pour le week-end de l'été 2017, celui qui n'était jamais revenu. Le lendemain matin, je me tenais au bord du marécage, accompagné du capitaine Louis Bisset, un homme robuste de la gendarmerie d'Annecy, dont le visage buriné trahissait des années de service. L'air était lourd, saturé de l'odeur de vase et d'eau stagnante. Les roseaux sifflaient sous le vent, comme un murmure de secrets enfouis. Nous nous frayâmes un chemin à travers la boue, nos bottes s'enfonçant dans le sol traître. Là, parmi les épaves, se dressait le bateau de Luc, à moitié submergé, couvert d'algues vertes qui semblaient l'étreindre comme pour le cacher au monde. Je m'approchai, le cœur battant à tout rompre, et posai ma main sur la coque froide. Mes doigts glissèrent sur une inscription grossièrement gravée dans la fibre de verre, « Sauvez-nous ». Les mots me frappèrent comme un coup de poignard. Luc, Céleste, Victor, et les autres, ils savaient qu'ils étaient en danger. Ils avaient essayé de laisser un message, une prière désespérée. Mais à qui? Je reculai, le souffle court, les yeux fixés sur ces mots accusateurs. Ce n'était pas un accident. Pas une tempête ou une erreur de navigation. Quelqu'un les avait conduits ici, dans ce tombeau aquatique, pour les faire taire. Capitaine Bisset, à mes côtés, fronça les sourcils, son regard scrutant les environs. « Ce n'est pas normal, Antoine, » murmura-t-il, sa voix grave teintée d'inquiétude. « Ces bateaux, ils sont trop bien alignés, comme si quelqu'un les avait disposés ainsi. » Il avait raison. Les coques n'étaient pas dispersées au hasard, elles formaient des rangées presque ordonnées, un cimetière méthodiquement organisé. Qui avait fait cela? Et pourquoi? Je restais là, immobile, au milieu de ce marais lugubre,
les images de Luc et de ses amis dansant dans mon esprit. Céleste, avec son rire éclatant, organisant le week-end pour son anniversaire. Victor, toujours avec sa casquette de baseball, plaisantant sur leur aventure. Ils étaient jeunes, pleins de vie, et pourtant, ils reposaient quelque part, peut-être sous ces eaux troubles. Une vague d'émotions me submergea, l'espoir fragile d'avoir enfin une piste, mêlée de la peur de ce que je pourrais découvrir. Luc, murmurai-je, ma voix se perdant dans le vent, à qui essayais-tu de parler? Les roseaux semblaient frémir en réponse, mais le lac restait silencieux, gardant jalousement ses secrets. Ce n'était que le début. Quelque chose de plus grand, de plus sombre, se cachait derrière cette découverte. Et je savais, au fond de moi, que je ne pourrais plus reculer. Cette nuit-là, je rentrais chez moi, l'esprit hanté par l'image de ces mots gravés, « Sauvez-nous ». La maison était silencieuse, seulement troublée par le tic-tac d'une vieille horloge dans le salon. Ma mère, Margot, était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé refroidie entre ses mains. Ses yeux, marqués par des années de chagrin, me fixèrent avec une intensité qui me fit frissonner. « Antoine, dit-elle doucement, si tu continues, tu vas te mettre en danger. Laisse la gendarmerie s'en occuper. » Sa voix tremblait, comme si elle craignait de perdre un second fils. Je voulais lui promettre que tout irait bien, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je abandonner Luc maintenant, alors qu'il m'avait laissé un cri d'alerte depuis ce bateau maudit? Je m'assis face à elle, et l'image de Luc, adolescent, me revint. Il y a 5 ans, il m'avait dit, presque en plaisantant, « Antoine, je crois que quelqu'un nous suit. » J'avais ri, balayé ses craintes d'un revers de main. « Tu lis trop de romans policiers », avais-je répondu. Aujourd'hui, cette légèreté me pesait comme une pierre. Et si j'avais écouté? Et si j'avais insisté pour qu'il annule ce week-end au lac? La culpabilité me rongeait, mais elle était aussi le feu qui me poussait à continuer. Je regardais Margot et murmurais, « Maman, je ne peux pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas après ce que j'ai vu. » Le lendemain, je rencontrai l'inspecteur Philippe Moreau à la gendarmerie d'Annecy. Son bureau était austère, encombré de dossiers poussiéreux. Il m'accueillit avec un sourire forcé, ses yeux évitant les miens. « Antoine, nous enquêtons, mais il est probable que ce soit un tragique accident. Le lac est imprévisible. » Ces mots sonnaient creux, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Je serrai les poings sous la table, sentant une méfiance grandir. Pourquoi minimisait-il la gravité de cette découverte? Était-il incompétent, ou cachait-il quelque chose? Je quittai son bureau avec plus de questions que de réponses, mais une certitude s'installait, la vérité ne viendrait pas des autorités. Si je voulais des réponses, je devrais les chercher moi-même, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu. Quelques jours plus tard, alors que je triais des outils dans mon atelier, je tombais sur une boîte métallique cachée sous une pile de vieux manuels. À l'intérieur, un objet inattendu, une clé USB, enveloppée dans un morceau de tissu, avec une étiquette portant l'écriture nerveuse de Luc, « Si je disparais, regarde ceci. » Mon pouce accéléra. Je branchai la clé sur mon ordinateur, et ce que je découvris me glaça le sang. Des dossiers méticuleusement organisés, des relevés financiers, des photos floues prises à distance, et un enregistrement audio. La voix de Luc, tremblante mais déterminée, brisa le silence. « Étienne Roche, un enquêteur d'assurance maritime, cache quelque chose. Je pense qu'il tue pour protéger son secret. Luc, mon petit frère, avait enquêté sur un réseau criminel. » Les photos montraient un homme élégant, cheveux grisonnants, discutant avec des dockers et des officiers dans des cafés d'Annecy. Étienne Roche. Son nom était partout dans les dossiers, lié à une entreprise, service de récupération maritime. Je compris alors que le cimetière de bateaux n'était pas un hasard, mais une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Mathieu Fournier, le pilote de drone, me retrouva ce soir-là. En examinant ces images, il pointa du doigt l'écran. « Antoine, ces bateaux, ils ne sont pas abandonnés par hasard. Quelqu'un les a placés là. » Ces mots confirmèrent mes soupçons.
Luc avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, et cela lui avait coûté la vie. Je refermai l'ordinateur, le cœur lourd. La voix de Luc résonnait encore dans ma tête, un écho de courage et de peur. Il avait risqué tout pour protéger ses amis, pour exposer la vérité. En écoutant son enregistrement, je sentis une force nouvelle m'envahir. Luc m'avait laissé un héritage, un chemin à suivre. Mais ce chemin était dangereux, semé d'embûches que je ne pouvais encore imaginer. Pourtant, je savais une chose, je ne pouvais plus reculer. La vérité, aussi terrifiante soit-elle, m'attendait, et je devais l'affronter, pour Luc, pour ses amis, pour tous ceux que ce lac avait engloutis. Les eaux du lac d'Annecy miroitaient sous un ciel gris, mais leur éclat ne pouvait masquer la noirceur des secrets qu'elles cachaient. Depuis la découverte de l'enregistrement de Luc, je sentais une urgence nouvelle, une pulsion qui me poussait à plonger plus loin dans l'inconnu, malgré le danger qui grandissait autour de moi. Luc avait laissé un message clair, Étienne Roche n'était pas seulement un enquêteur d'assurance maritime, mais un homme orchestrant une toile de mensonges mortels. Je ne pouvais plus me contenter d'attendre que la gendarmerie agisse. Si je voulais des réponses, je devais les chercher moi-même, même si cela signifiait marcher sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Ma première démarche fut de rendre visite aux familles des amis de Luc, celles qui, comme moi, vivaient dans l'ombre de cette tragédie depuis 5 ans. À Talloires, je frappai à la porte des Martin. Madame Martin, la mère de Céleste, m'accueillit dans un salon encombré de photos de sa fille. Ses yeux, rougis par des années de larmes, s'illuminèrent d'un espoir fragile lorsque je mentionnai la découverte du bateau. Quelques jours avant leur départ, murmura-t-elle, Céleste a reçu un appel étrange. Un homme prétendant être de l'agence de location de bateaux demandait des détails sur leur voyage, combien il serait, combien de temps il resterait sur le lac. Elle a trouvé ça bizarre, mais elle a répondu. Sa voix se brisa. Si seulement j'avais insisté pour qu'elle n'y aille pas. Je poursuivis mon chemin jusqu'à la maison des Lambert, à Duine. Monsieur Lambert, le père de Victor, était un homme robuste, mais ses épaules s'affaissèrent lorsqu'il me raconta une histoire similaire. Une camionnette noire est restée garée en face de chez nous pendant 3 jours avant leur départ, dit-il, les mains serrées autour d'une tasse de café. J'ai appelé la gendarmerie, mais quand ils sont arrivés, elle avait disparu. Chaque maison que je visitais révélait un nouveau fragment du puzzle, un inconnu rôdant près de la maison d'Héloïse Garnier, un sac de matériel de camping de Clara Lefebvre fouillé dans leur garage la veille du voyage. Ces incidents, anodins à l'époque, formaient désormais un motif inquiétant, comme si quelqu'un avait minutieusement préparé le terrain pour ce week-end fatidique. Dans la poche de ma veste, je trouvai un indice qui fit battre mon cœur plus vite, une carte de visite, glissée dans les affaires de Céleste, récupérée par sa mère. Imprimée sur un papier épais et luxueux, elle portait le nom d'Étienne Roche, service de récupération maritime. Le même nom que dans les dossiers de Luc. Roche n'était pas un simple enquêteur, il avait traqué ces jeunes, collectant des informations sur leur vie, leurs projets, comme un prédateur étudiant sa proie. Je serrai la carte dans ma main, sentant une colère sourde monter en moi. Qui était cet homme, et pourquoi s'en était-il pris à Luc et ses amis? Cette nuit-là, dans mon atelier, je revis une vidéo que Luc avait sauvegardée sur sa clé USB. Les images tremblantes montraient Céleste, debout sur le bateau, son téléphone pointé vers l'horizon. Sa voix, teintée de peur, brisa le silence. Luc, c'est qui, ces gens? À l'arrière-plan, un bateau blanc, plus grand, avec des vitres teintées, s'approchait lentement. Luc répondit, hors champ, je ne sais pas, mais ils nous suivent depuis 1 heure. La vidéo s'arrêta brusquement, laissant un vide oppressant. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas un accident. Ils avaient été suivis, surveillés, peut-être même piégés. Mais pourquoi? Que avaient-ils vu ou découvert pour mériter un tel sort? Alors que je rangeais la clé USB, mon téléphone vibra, faisant sursauter mon cœur. Un message d'un numéro masqué s'afficha à l'écran, arrête de fouiller, ou tu finiras comme ton frère. Les mots me glacèrent le sang. Je regardai par la fenêtre de l'atelier, scrutant l'obscurité. Les rues d'Annecy étaient calmes,
mais je sentais une présence, comme si des yeux invisibles m'observaient depuis les ombres. Quelqu'un savait que j'étais sur la piste de roche. Quelqu'un voulait me faire taire. Je compris alors que j'avais franchi un seuil, un point de non-retour. Le danger n'était plus une hypothèse, il était réel, palpable, tapi quelque part dans la nuit. Mais cette menace, loin de me décourager, attisa ma détermination. Luc avait risqué sa vie pour exposer la vérité, et je ne pouvais pas le trahir. Je repensais à ces mots dans l'enregistrement, « Roche tue pour protéger son secret ». Quel était ce secret? Un réseau de fraude à l'assurance? Une conspiration plus sombre encore? Je ne savais pas, mais une chose était certaine, Roche et ceux qui le protégeaient formaient un système, une machine bien huilée où le pouvoir et l'argent écrasaient tout sur leur passage. Pourtant, je refusais de me plier. Pour Luc, pour Céleste, pour Victor et les autres, je continuerais, même si chaque pas me rapprochait d'un abîme dont je pourrais ne pas revenir. La nuit enveloppait Annecy d'un voile épais, et l'atelier où je passais mes journées sentait l'huile de moteur et le bois humide. Depuis que j'avais découvert la carte de visite d'Étienne Roche et la vidéo tremblante de Céleste, une certitude s'était ancrée en moi, Luc et ses amis n'avaient pas été victimes d'un simple accident. Ils avaient été traqués, surveillés, éliminés. Mais par qui, et jusqu'où s'étendait cette toile de mensonges? Les dossiers de Luc, stockés sur cette clé USB qui semblait brûler dans ma poche, contenaient des réponses, mais aussi des dangers que je commençais à peine à entrevoir. Chaque nouvelle découverte me rapprochait de la vérité, mais aussi d'un précipice dont je ne pouvais mesurer la profondeur. Je passais des heures à examiner les fichiers de Luc, les yeux rougis par la lumière crue de mon ordinateur. Une photo attira mon attention, Étienne Roche, impeccablement vêtu, échangeait une enveloppe épaisse avec l'inspecteur Philippe Moreau dans un café discret du vieil Annecy, près du canal du Thioux. Les deux hommes souriaient, complices, comme si cet échange était une routine banale. Mon estomac se noua. Moreau, celui qui m'avait assuré que l'enquête suivait son cours, était impliqué. Une autre image montrait le gendarme Nicolas Faure, un homme que j'avais croisé lors des premières recherches pour Luc, discutant avec Roche sur un quai isolé. La vérité prenait forme, Roche ne travaillait pas seul. Il était le centre d'un réseau, une araignée tissant sa toile avec l'aide d'hommes censés protéger, non détruire. Cette révélation me laissa un goût amer. Si la gendarmerie elle-même était corrompue, à qui pouvais-je faire confiance? Je repensais à ma mère, Margot, qui m'avait supplié de renoncer. Ce soir-là, je la trouvais dans la cuisine, ses mains frêles serrant une tasse de tisane. « Antoine, murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes contenues, tu es tout ce qu'il me reste. Si tu continues, ils te prendront, comme ils ont pris Luc. » Ces mots me transpercèrent, mais je ne pouvais pas reculer. Je la pris dans mes bras, sentant la fragilité de son corps usé par le chagrin. « Maman, dis-je doucement, je dois le faire. Pour Luc. Pour ses amis. Il mérite la vérité. » Elle hocha la tête, mais son regard trahissait une peur viscérale, celle d'une mère qui avait déjà enterré un fils. Poussé par cette promesse, je décidai d'agir. Sous le couvert de la nuit, je me rendis au port privé d'Étienne Roche, un endroit isolé sur la rive ouest du lac, entouré de pins noirs et de silence. Le vent faisait clapoter l'eau contre les pontons, et l'odeur de vase emplissait l'air. Là, amarré comme un trophée, je reconnus immédiatement le bateau de Luc. La coque, autrefois couverte d'algues, avait été nettoyée, polie, comme pour effacer toute trace de ce qui s'était passé. Je grimpai à bord, mais pas résonnant dans l'obscurité. En fouillant sous la console de navigation, mes doigts rencontrèrent un objet dur, fixé par un aimant. Un traceur GPS, petit mais sophistiqué, conçu pour suivre chaque mouvement du bateau. La preuve était là, Luc et ses amis avaient été pistés, conduits vers leur perte. Mes mains tremblaient de rage. Roche n'avait pas seulement planifié leur disparition, il avait tout orchestré avec une précision glaçante. Si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. Je rangeai le traceur dans ma poche, mais un frisson me parcourut.
Quelqu'un m'observait-il? Les ombres des pins semblaient danser, menaçantes, et le lac, si paisible en apparence, semblait murmurer des avertissements. Je quittai le ponton à la hâte, le cœur battant, conscient que chaque pas que je faisais me rapprochait d'un danger plus grand. Le lendemain matin, alors que je triais mes notes dans l'atelier, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu, mais la voix à l'autre bout du fil était immistakable, Étienne Roche. « Monsieur Dubois, dit-il avec une politesse glaciale, j'ai entendu parler de vos recherches sur le bateau de votre frère. Pourquoi ne pas passer chez moi demain? Nous pourrions discuter de l'enquête. » Son ton était trop calme, trop maîtrisé. Je compris immédiatement, c'était une invitation, mais pas pour discuter. C'était un piège. Je raccrochai, le souffle court. Roche savait que j'étais sur ses traces. Il me voyait comme une menace, tout comme il avait vu Luc. Mais au lieu de me paralyser, cette pensée raviva ma détermination. Luc avait affronté ce monstre, et il l'avait payé de sa vie. Je ne pouvais pas le laisser tomber maintenant. Pourtant, une partie de moi, celle qui écoutait encore les supplications de Margot, tremblait à l'idée de ce qui m'attendait. La maison de Roche, perchée sur les rives du lac, serait un champ de bataille. Et si j'y allais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le réseau de corruption que Luc avait commencé à démanteler était vaste, soutenu par des hommes puissants, des institutions que j'avais autrefois respectées. Mais pour Luc, pour Céleste, Victor, et les autres, je devais continuer. La vérité était à portée de main, mais elle avait un prix, et j'étais prêt à le payer. Le lac d'Annecy, sous l'aube pâle, semblait retenir son souffle, ses eaux immobiles reflétant les cimes sombres des Alpes. Depuis que j'avais découvert le traceur GPS sur le bateau de Luc, une vérité glaçante s'était imposée, Étienne Roche n'était pas seulement un escroc, mais un assassin méthodique, orchestrant la disparition de mon frère et de ses amis pour protéger son empire de mensonges. L'invitation de Roche à me rendre chez lui, sur les rives isolées du lac, résonnait comme un glas dans mon esprit. Ce n'était pas une discussion qu'il proposait, mais un piège. Pourtant, je n'avais pas le choix. Si je voulais que justice soit rendue pour Luc, je devais affronter le monstre dans son antre, même si cela signifiait risquer ma propre vie. Je garai mon pick-up à quelques centaines de mètres de la maison de Roche, une bâtisse moderne aux lignes épurées, perchée sur un promontoire surplombant le lac. Les grandes baies vitrées scintillaient dans la lumière matinale, comme des yeux scrutant l'horizon. Dans ma poche, le poids du revolver que j'avais pris dans le coffre de mon père me rappelait le danger imminent. Chaque pas vers la porte d'entrée faisait battre mon cœur plus fort, un mélange de peur et de détermination. J'avais vu les photos de Luc, entendu sa voix dans cet enregistrement, accusant Roche de crimes inimaginables. Maintenant, j'étais sur le point de me tenir face à l'homme qui avait détruit tant de vies. Roche m'accueillit avec un sourire froid, ses cheveux gris impeccablement coiffés, son costume taillé sur mesure contrastant avec l'austérité de mon jean usé. « Monsieur Dubois, dit-il, sa voix douce comme du velours empoisonné, entrez, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. » L'intérieur de la maison était aussi glacial que son propriétaire, des meubles minimalistes, des murs blancs, et ses immenses fenêtres donnant sur le lac, comme une toile de fond pour un drame inévitable. Il m'offrit un café, que je refusai, mes yeux scrutant chaque détail, chaque ombre, à la recherche d'un signe de menace. Roche s'assit derrière un bureau en acajou, croisant les doigts avec une assurance arrogante. « Vous êtes tenace, Antoine, commença-t-il. Comme votre frère. » Luc était trop curieux, trop intelligent. Il a découvert mon petit arrangement. Mon sang se figea. « Quel arrangement ?» demandai-je, ma voix rauque, contenant à peine la colère qui montait. Roche se pencha en avant, son sourire s'élargissant. « Les bateaux, Antoine. Des disparitions soigneusement orchestrées pour toucher des assurances. Des millions d'euros, bien répartis entre les bonnes personnes. Votre frère a voulu jouer les héros, menaçant de tout révéler. Je n'avais pas le choix. » Il prononça ces mots avec une désinvolture qui me donna la nausée. « Pas le choix, répétai-je, les poings serrés. Vous avez tué 8 jeunes, dont mon frère,
pour de l'argent? Roche éclata d'un rire sec, comme si ma colère l'amusait. La justice, Antoine, n'est qu'un jeu pour ceux qui ont le pouvoir. Luc a cru qu'il pouvait gagner. Il avait tort. Soudain, son regard se durcit, et sa main glissa vers un tiroir du bureau. Je compris en une fraction de seconde, il allait agir. Mon instinct prit le dessus. Je sortis mon revolver de ma poche, le pointant sur lui au moment où il brandissait une arme noire et luisante. « Ne bouge pas !» criai-je, ma voix résonnant dans la pièce. Mais Roche, imperturbable, arma son pistolet. « Tu penses pouvoir m'arrêter ?» railla-t-il. « Tu finiras comme ton frère, au fond du lac. » Le temps sembla ralentir. Nos regards se croisèrent, deux hommes suspendus au bord d'un abîme. Puis, un éclair de fureur m'envahit. « Tu as tué Luc » hurlai-je, et je pressai la détente. La détonation déchira l'air, et la balle frappa Roche à l'épaule, le faisant vaciller contre le bureau. Son arme glissa sur le sol, hors de portée, tandis qu'il s'effondrait, du sang tachant sa chemise blanche. Il grogna, son visage tordu de douleur, mais son regard restait défiant. « Tu ne comprends rien » siffla-t-il. « Ce n'est pas moi le sommet de la chaîne. Tue-moi, et d'autres viendront. » Je gardai mon arme pointée sur lui, mon doigt tremblant sur la gâchette. Une partie de moi voulait en finir, venger Luc, effacer cet homme de la surface de la terre. Mais une autre voix, celle de mon frère, me retint. Luc avait cherché la vérité, pas la vengeance. Tuer Roche serait trahir son combat. Je pris une profonde inspiration, repoussant la rage qui menaçait de me consumer. D'une main tremblante, je sortis mon téléphone et composai le numéro de la DGSE. « Ici Antoine Dubois » dis-je, la voix ferme malgré le chaos dans mon esprit. « Je suis chez Étienne Roche, à Annecy. J'ai un suspect blessé. Il est responsable de plusieurs meurtres. Envoyez des agents fédéraux, pas la gendarmerie locale. » Roche, affalé contre le bureau, ricana faiblement. « Tu penses que c'est fini » murmura-t-il. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » Je m'éloignai de lui, le revolver toujours en main, et regardai par la fenêtre brisée. Le lac d'Annecy s'étendait, impassible, ses eaux cachant encore tant de secrets. J'avais remporté une bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Roche n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de ses murs. Pourtant, en cet instant, j'entendis presque la voix de Luc, douce et fière, me disant que j'avais fait le bon choix. La justice, la vraie, exigeait du courage, mais aussi de la retenue. Et pour la première fois depuis 5 ans, je sentis que j'étais sur le bon chemin, même si ce chemin menait vers des ténèbres encore plus profondes. Le soleil perçait à travers les nuages au-dessus du lac d'Annecy, projetant une lumière douce sur ses eaux, comme si le lac lui-même soupirait de soulagement après des années de silence oppressant. Dans la maison d'Étienne Roche, où les éclats de verre brisés jonchaient encore le sol, je restais immobile, le revolver toujours à la main, tandis que les sirènes des véhicules de la DGS déchiraient l'air matinal. J'avais affronté Roche, l'homme qui avait orchestré la mort de Luc et de ses amis, et j'avais choisi la justice plutôt que la vengeance. Mais ce choix, aussi juste soit-il, ne pouvait apaiser la douleur qui pulsait encore dans ma poitrine. La vérité était proche, mais à quel prix? Alors que les agents fédéraux envahissaient la maison, je sentais que le combat de Luc, celui pour lequel il avait donné sa vie, prenait enfin un sens. L'agent Isabelle Laurent, une femme au regard acéré et à l'autorité calme, prit le contrôle de la scène. Elle menotta Roche, dont l'épaule saignait encore, son visage blême trahissant une défaite qu'il n'avait jamais anticipée. « Antoine Dubois » dit-elle en posant une main ferme sur mon épaule, « vous avez fait ce qu'il fallait. Les preuves de votre frère, elles vont tout changer. » Les dossiers de Luc, soigneusement compilés sur cette clé USB, furent remis aux agents. En quelques heures, la DGS lança une série de raids à travers la région, le bureau de Roche à Annecy, son chantier de récupération maritime, et même les résidences de complices présumés. L'inspecteur Philippe Moreau et le gendarme Nicolas Faure furent arrêtés dans leur bureau,
leur regard fuyant incapable de masquer leur culpabilité. Les fichiers de Luc révélèrent l'ampleur du réseau, 15 autres victimes, disparues au fil des 8 dernières années, leurs bateaux engloutis dans le même cimetière aquatique où Luc et ses amis avaient été abandonnés. Chaque nom, chaque histoire, était une blessure ouverte, mais aussi une preuve que la vérité, si longtemps enfouie, remontait enfin à la surface. Je rentrais chez ma mère, Margot, ce soir-là, épuisé mais étrangement apaisé. Elle m'attendait dans le salon, ses mains frêles serrant un chapelet, ses yeux brillants d'une lueur que je n'avais pas vue depuis des années. Lorsque je lui racontai l'arrestation de Roche et la portée des révélations de Luc, elle s'effondra dans mes bras, ses larmes mouillant mon épaule. « Luc serait si fier de toi », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Tu l'as ramené à nous, d'une certaine manière. » Ces mots, simples mais lourds de sens, brisèrent quelque chose en moi. Pendant 5 ans, j'avais porté le poids de la culpabilité, me reprochant de ne pas avoir protégé Luc. Mais en cet instant, dans l'étreinte de ma mère, je sentis une partie de ce fardeau s'alléger. Luc n'était pas mort en vain. Ses efforts, son courage, avaient permis de démanteler un réseau qui aurait pu détruire d'autres vies. Les jours suivants, je rencontrai les familles des autres victimes, celles de Céleste, Victor, Héloïse, et les autres. Nous nous réunîmes au bord du lac, sur le ponton de la marina où ils avaient embarqué pour leur dernier voyage. Les fleurs qu'ils déposèrent sur l'eau, des roses blanches, des lys, des œillets flottaient doucement, portés par le courant. Leurs visages portaient encore les marques du chagrin, mais il y avait aussi une lueur nouvelle, une paix fragile. Madame Martin, la mère de Céleste, serra ma main et murmura, « Grâce à vous, nous savons enfin. Nous pouvons commencer à faire notre deuil. » Ces mots, empreints de douleur et de gratitude, me rappelèrent pourquoi j'avais continué, malgré les menaces et les doutes. La vérité n'effaçait pas la perte, mais elle offrait une forme de rédemption, un moyen de rendre hommage à ceux qui avaient disparu. Poussé par cet élan, je pris une décision qui me semblait inévitable. Avec l'argent saisi des actifs de Roche, je fondai la Fondation Luc Dubois pour la sécurité nautique. Cette organisation, basée à Annecy, aurait pour mission d'éduquer les plaisanciers, de renforcer les réglementations sur le lac, et de soutenir les familles de disparus. Lors de la première réunion, dans une salle communautaire surplombant le lac, je parlais aux familles et aux habitants d'Annecy, promettant que plus aucun enfant ne disparaîtrait dans ces eaux sans qu'on cherche la vérité. Les visages dans la foule des parents, des amis, des inconnus touchés par l'histoire me regardaient avec un mélange d'espoir et de respect. Je sentis alors que l'héritage de Luc vivrait à travers chaque vie que nous protégerions, chaque tragédie que nous empêcherions. Debout sur le ponton après la réunion, je regardais les eaux du lac scintiller sous la lumière du crépuscule. Les fleurs déposées par les familles flottaient encore, comme des étoiles sur l'eau, symbole d'un adieu enfin prononcé. La justice, avais-je appris, n'était pas seulement une question de punition. Elle était un moyen de construire un avenir où d'autres familles n'auraient pas à endurer ce que nous avions traversé. Roche était derrière les barreaux, ses complices également, mais le combat de Luc avait fait plus que les arrêter. Il avait rallumé une lumière dans l'obscurité, une lumière qui guiderait désormais ceux qui naviguaient sur ce lac. Et dans cette lumière, je trouvais une paix que je n'avais pas connue depuis 5 ans. Les eaux du lac d'Annecy scintillaient sous un ciel clair, leurs reflets dansant doucement comme pour murmurer une promesse de rédemption. Après l'arrestation d'Étienne Roche et de ses complices, l'air d'Annecy semblait plus léger, comme si un poids invisible avait été levé. Pourtant, dans mon cœur, la douleur de la perte de Luc persistait, un écho doux amer qui ne s'effacerait jamais complètement. J'avais affronté le monstre, exposé la vérité, et donné à mon frère une justice qu'il méritait. Mais ce combat, si intense et dévorant, m'avait changé. Je n'étais plus l'homme brisé qui fouillait sans relâche les registres d'assurance dans un atelier poussiéreux. En rentrant chez moi ce jour-là, je sentis une paix fragile s'installer, comme un rayon de soleil perçant les nuages après une longue tempête. Dans mon atelier, entouré par l'odeur familière de l'huile de moteur et du bois verni, je m'assieds à mon vieux bureau, les mains posées sur une photo jaunie. 8 visages souriants me regardaient, Luc, Céleste, Victor, Héloïse, Clara, Juliette, Sophie, et Léa.
Ils étaient si jeunes, si pleins de vie, figés dans un instant de bonheur sur le ponton de la marina, avant que le lac ne les engloutisse. Pendant 5 ans, cette photo avait été une accusation, un rappel de ma culpabilité, de mon échec à protéger mon frère. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je la regardais avec un léger sourire. « Tu as réussi, Luc, murmurai-je, comme si son esprit pouvait m'entendre. Tu les as sauvés. » La fondation que j'avais créée en son nom, Fondation Luc Dubois pour la sécurité nautique, était déjà en train de prendre forme, un phare d'espoir pour empêcher d'autres familles de connaître notre douleur. Ce soir-là, je rejoignis ma mère, Margot, sur les rives du lac, près du ponton où Luc avait embarqué pour son dernier voyage. Le vent portait une fraîcheur automnale, et les Alpes, majestueuses, se dressaient au loin, gardiennes silencieuses de nos souvenirs. Margot, emmitouflée dans un châle de laine, posa une main tremblante sur mon bras. Ses yeux, marqués par des années de chagrin, brillaient d'une tendresse nouvelle. « Antoine, dit-elle doucement, tu as ramené Luc à moi. Pas son corps, mais son esprit, son courage. Grâce à toi, il vit encore. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent monter une chaleur inattendue dans ma poitrine. Je la pris dans mes bras, sentant la force fragile de cette femme qui avait tout perdu, mais qui trouvait encore la capacité d'aimer. Ensemble, nous regardâmes les eaux du lac, apaisées sous le ciel étoilé, et pour la première fois depuis des années, nous partageâmes un silence qui n'était pas alourdi par le désespoir. Les jours suivants, je rencontrai d'autres familles touchées par les crimes de Roche. À la mairie d'Annecy, dans une salle aux murs ornés de boiseries anciennes, des parents et des proches s'étaient réunis pour entendre parler de la fondation. Madame Martin, la mère de Céleste, s'approcha de moi, tenant une rose blanche. « Antoine, dit-elle, la voix tremblante, grâce à vous, nous savons ce qui est arrivé à nos enfants. Et grâce à votre fondation, d'autres parents ne vivront pas ce cauchemar. » Monsieur Lambert, le père de Victor, serra ma main avec une force qui trahissait sa gratitude. « Vous avez donné un sens à leur mort, murmura-t-il. » Ces mots, empreints de douleur et de reconnaissance, me touchèrent profondément. Je compris alors que l'héritage de Luc ne se limitait pas à la justice rendue à ses assassins. Il vivait dans chaque vie protégée, chaque famille épargnée par les ténèbres du lac. Debout seul sur le ponton après la réunion, je contemplais l'horizon où le lac rencontrait les montagnes. Les eaux, autrefois un symbole de perte et de mystère, semblaient maintenant porter une promesse. Luc avait donné sa vie pour révéler la vérité, pour protéger ceux qu'il aimait et même ceux qu'il ne connaissait pas. Moi, je n'avais fait que suivre ses pas, achever ce qu'il avait commencé. « Tu as toujours été plus courageux que moi, » murmurai-je, un sourire triste aux lèvres. Je repensais à ces mots, gravés dans son journal, que j'avais lus après l'arrestation de Roche, « La vérité ne disparaît jamais, même si on essaie de l'enterrer. » Ces mots résonnaient en moi comme une prière, un rappel que le combat de Luc avait été plus grand que lui, plus grand que nous tous. La brise du lac caressait mon visage, et je fermais les yeux, laissant les souvenirs de Luc au son rire, sa curiosité, son audace m'envelopper. J'avais cru que la justice apaiserait ma douleur, mais ce n'était pas tout à fait vrai. La douleur était toujours là, une ombre fidèle. Ce qui avait changé, c'était le sens que je lui donnais. Grâce à Luc, grâce à son sacrifice, j'avais appris que l'amour et la vérité pouvaient triompher, même face à la corruption la plus insidieuse. Et dans cet instant de calme, au bord de ce lac qui avait tout pris et tout rendu, je sentis que j'étais enfin prêt à avancer, portant l'héritage de mon frère comme une lumière dans l'obscurité. Sous le ciel rougeoyant d'Annecy, le lac semblait enfin apaisé, ses eaux scintillant comme des éclats de mémoire sous les derniers rayons du soleil. Je me tenais dans le cimetière silencieux, où 8 stèles de pierre grise se dressaient côte à côte, chacune portant le nom d'un ami perdu, Luc, Céleste, Victor, Héloïse, Clara, Juliette, Sophie, et Léa. Ma mère, Margot, s'agenouilla devant la tombe de Luc, ses mains frêles posant un bouquet d'œillets blancs, symbole d'un amour éternel. « Tu as sauvé tant de vies, mon fils, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion mais empreinte d'une fierté douce. Ces mots résonnèrent dans l'air frais,
comme une prière qui liait notre douleur à une paix naissante. Les familles des autres victimes se tenaient autour de nous, leurs visages marqués par le chagrin mais éclairés par une lueur d'espoir, celle d'un adieu enfin possible. Plus tard, seul sur le ponton de la marina, je regardais le lac d'Annecy, ses vagues dansant doucement sous le crépuscule. Sur la table à côté de moi reposait la photo des 8 amis, leur sourire figé dans un instant de bonheur volé. La vérité ne sombre jamais, murmurai-je, comme si Luc pouvait m'entendre. Elle attend, et un jour, elle refait surface. Ces mots, tirés du journal de mon frère, étaient devenus mon mantra. Ils avaient guidé mon combat, de l'obscurité du deuil à la lumière de la justice. La Fondation Luc Dubois pour la sécurité nautique prenait vie, et lors de son premier atelier, j'avais vu des familles, des marins, et des habitants d'Annecy réunis, déterminés à protéger ce lac de nouvelles tragédies. Leur engagement était l'héritage de Luc, une lumière dans les ténèbres. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de vérité et de courage. Activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, honorons ceux qui, comme Luc, ont fait briller la lumière dans l'obscurité. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.